Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. People who speak French have so much charisma. Oh my God, the people who speak French have so much charisma. Oh meu Deus, as pessoas que falam francês têm tanto carisma. Mein Gott, Leute, die Französisch sprechen, sie haben so viel Charisma. Oh my God! French people have such charisma. Oh mio Dio, quelli che parlano francese hanno troppo carisma. Dios mío, la gente que habla en francés tiene tanto carisma. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis pas un, mais plusieurs. Je suis comme l'Europe, je suis tout simple. Je suis un vrai bordel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la Semaine internationale des radios Sorbonne Université, où on aime voyager, échanger autour des autres cultures, découvrir et partager. Aujourd'hui, nous vous portons avec nous pour un voyage assez incroyable, non pas en France, ni en Europe, mais dans le monde entier. Nous vous présentons en effet les Globetrotters, des êtres humains qui ne connaissent pas les limites du globe, de l'espace et de leur cœur. Ils ont vécu dans plusieurs pays différents et ils vont nous en parler aujourd'hui. Et donc, justement, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Silvia Marzella. Bonjour Silvia. Bonjour. Donc, Silvia, tu as 27 ans, tu viens de Catane en Italie, mais actuellement, tu te trouves à Bruxelles, dans l'école européen des solidarités. Et tu t'occupes de la promotion du dialogue interculturel pour les jeunes et les demandeurs de protection internationale. Mais quel a été ton parcours? Comment tu es arrivée jusqu'à Bruxelles? C'est une histoire assez longue. Je vais faire le parcours. J'ai commencé à voyager depuis que j'ai 12 ans, avec des échanges culturels, des séjours linguistiques, des festivals de théâtre international à l'étranger. Et ensuite, du coup, j'ai fait mes études universitaires en langue. Et pendant ma licence, j'ai décidé de réaliser d'abord un Erasmus en France pendant ma licence 3. Et ensuite, un autre Erasmus en Espagne pour un stage en tant qu'assistante de langue. Et finalement, j'ai enchaîné avec mes études de master en France, à Aix-en-Provence, et pendant lequel j'ai réalisé un troisième Erasmus, toujours en Espagne, mais cette fois à Malaga et pas à Grenade. Et finalement, je me suis dit, bon, là, c'est le moment de trouver un travail. Mais j'avais jamais testé un volontariat européen. Et c'est pour ça que je me trouve maintenant à Bruxelles, dans le cadre des camps européens de solidarité. Voilà mon histoire. Mais donc, on voit que c'est une histoire pleine de différents pays. Et qu'est-ce que ça t'a poussé à changer des pays à chaque fois? En fait, d'abord, c'était surtout mon envie d'améliorer mes langues étrangères. Mais ça, après, d'un moment, ça a changé. Et c'était vraiment mon envie d'explorer, de découvrir, de me lancer des petits défis. Et je ressentais vraiment le besoin de me retrouver à chaque fois dans un environnement interculturel, multiculturel. Donc, c'est en fait une fois qu'on commence à voyager, les voyages deviennent très addictifs et on ne peut plus s'arrêter, je trouve. Mais j'ai aperçu que tu m'as parlé des défis, justement. Et donc, je me demande quelles ont été les difficultés que tu as pu trouver parce que tu as changé énormément des pays, à chaque fois des cultures différentes, des problèmes différents, des différences à la fin. Mais j'imagine qu'il y avait aussi des points positifs. Donc, quelles ont été les difficultés et les points positifs que tu as rencontrés dans tous ces temps en train de voyager? Donc, en fait, les éléments moins positifs, donc les éléments un peu plus négatifs, c'est peut-être le fait de quitter la famille et mon chien, surtout. Et je pense que le défi plus grand, c'est en fait qu'avant chaque départ à l'étranger, je me sentais un peu angoissée par toute la paperasse administrative, avoir un peu peur de l'inconnu. Mais en fait, une fois qu'on se lance, une fois qu'on réalise les choses, tout se passe de façon très naturelle et
est très spontanée. Et en plus, je me suis rendu compte que, et là, on arrive au point positif, finalement, on n'est jamais seul. J'ai vraiment, c'était l'aspect plus positif du voyage, c'est vraiment la rencontre. Et on trouve toujours quelqu'un qui est prêt à nous guider, nous accompagner tout au long de notre expérience à l'étranger. Et vraiment, donc, l'aspect plus positif, c'est surtout la rencontre à la découverte de l'autre. Et donc, on ne peut plus s'arrêter, en fait, malgré les temps négatifs. Oui, mais donc dans ton parcours, j'ai vu l'Espagne, la France, la Belgique, l'Italie. Mais finalement, tu penses peut-être un jour de t'arrêter dans un de ces pays-là? Il y a un pays qui t'a préféré le plus des autres ou pas? C'est une question super difficile que tu me poses. J'imagine. Ok, je peux te dire en fait que la chose que j'aime le plus de l'Espagne, c'est l'ambiance, la fête, vraiment la chaleur espagnole. De l'Italie, bien évidemment, c'est la bouffe. De la France, c'est vraiment l'aspect culturel et je pense que le fromage. Et de la Belgique, je pense qu'en ce moment, c'est vraiment l'aspect des opportunités de travail. Donc ça, ce sont vraiment les aspects plus positifs que je trouve dans chaque pays. Et tu ne penses pas m'arrêter d'arrêter de voyager du coup un jour? Je m'arrête pas. Je m'arrête pas pour l'instant. Voilà. Et donc merci beaucoup pour nous avoir fait voyager aujourd'hui, vu que à cause de la Covid, c'est très compliqué de voyager. On a voyagé un peu avec toi. Et merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir passé ces moments avec nous à Radio Sorbonne Université. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Notre deuxième globetrotter s'appelle Sabrina Fox. Elle est chinoise et étudiante en master d'administration et gestion de la musique à la Sorbonne. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors, avant de commencer tes études à la Sorbonne, tu as beaucoup voyagé dans le monde entier. Oui. Par exemple, aux États-Unis, en Malaisie ou encore en Amérique du Sud. Pourquoi as-tu décidé de voyager autant ? Parce que quand j'ai quitté l'Australie, je n'ai rien faire. Donc j'ai beaucoup de temps, je me suis dit, ok, il faut que je fasse ce voyage autour du monde avant de m'installer dans un pays pour avoir une vie normale, tout ça. Et j'étais très curieux de découvrir toutes les cultures dans le monde entier. Et par rapport à tes voyages, aurais-tu un souvenir atypique à nous raconter ? Oh là là, il y a... Je vous ai dit, presque tous mes voyages étaient atypiques. Je ne fais pas le voyage comme les gens qui allaient à un endroit pour découvrir le monument, tout ça, ou faire un tour guidé, un voyage guidé. Donc, souvent, comme j'ai un passeport chinois, ce n'est pas facile d'obtenir le visa. Donc, obtenir un visa, je voulais rester maximum de temps dans un pays, dans l'endroit, pour découvrir les cultures, la vie locale, tout ça. Et donc, souvent, par exemple, je fais un bartender à Barcelone pendant 1 mois. Donc, je vis la vie en Espagne comme un bartender. Et si on va sur ton compte Facebook qui s'appelle Ocean Cleanup, oui. On peut voir que tu essayes avec des posts de sensibiliser les gens face à la pollution de plastique des océans. Mm-hmm. Pourquoi, durant tes voyages, tu t'es intéressée à l'écologie ? Quel a été le déclic ? C'est inspiration quand je fais un voyage avec mon père. C'est un voyage photographie. Comme il organise de voyage comme ça avec les gens, amener les gens dans un endroit magnifique pour prendre des photos. Donc, il a organisé un trip à Malaisie. C'est un petit île de Sampora. Et là-bas, c'était magnifique. Il y a plein de petits îles. Et il y a beaucoup de, comment tu dis, les sea gypsies.
C'est des gitans de la mer qui habitaient et a construit une petite maison. Et donc, c'est une culture assez intéressante, dont on a pris beaucoup de photos. Et à la fin, on a visité des îles. Et même si l'endroit c'est magnifique, mais les plages, il y a plein de déchets. C'est incroyable. Et j'étais un peu étonnante, waouh, l'endroit c'est magnifique, mais pourquoi il y a plein de déchets de plastique? C'est parce que les gens utilisent vraiment pas des plastiques, c'est que des plastiques flottés de la main island. Du coup, j'étais très étonnant, j'étais un peu bloquée, mais j'arrive pas de m'amuser. Et à la fin, je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose. Et une fois, j'ai vu, pendant le trip, j'ai vu millions je sais pas, 1000 de tortues à côté, dans un flotte, dans l'océan. J'étais, waouh, c'est magnifique. Et à la fin, j'ai vu 2 ou 3 qui sont morts sur la plage. Et je me suis dit, peut-être il a mangé de plastique. C'est comme ça, il a mouru. Et comme si tous les tortues que j'ai vues dans la mer qui meurent comme ça, c'est catastrophe. Donc ça m'a fait mal au cœur. Et à la fin, je dis, ok, il faut que je fasse quelque chose. Et même si je n'ai pas le pouvoir pour changer le monde, peut-être ces actions peuvent inspirer quelqu'un pour faire nos mieux, quoi. Et quels sont les gestes du quotidien pour respecter l'environnement que tu as appris lors de tes voyages? J'ai essayé de ne pas utiliser plastique. C'est d'abord, je amenais mes petits sacs, et même les lunchbox partout. Et j'ai acheté un cuir pour le camping. Donc, je n'utilise pas les fourchettes plastiques. C'est les petites choses. J'ai essayé de zéro déchet aussi. La vidéo zéro déchet, c'est pas facile, mais je fais comme je peux. Et c'est juste pour avoir la conscience de ne pas vraiment utiliser trop de plastique. Et c'est la vie. Souvent, je collectais les informations à quelqu'un qui fait innovation de créer un produit sans plastique. Donc, je fais un petit pub dans le Ocean Cleanup page Facebook. Et sinon, quel a été ton plus beau souvenir de voyage? C'est dans le nord du Brésil. L'endroit, ça s'appelle Lençóis Maranhães. C'est un parc national. À côté du parc national, c'est un petit village qui s'appelle Belém. Et là, je me suis dit, ok, je sais, le parc, c'est magnifique, je voulais la visiter. Donc, je fais des heures de bus pour arriver à ce petit village qui est à côté du parc national. Mais je ne sais pas exactement comment je peux faire visiter là-bas. Du coup, je me suis allée à un petit posade, on dit, c'est la auberge type. Mais je dormais dans la hamac. Je ne sais pas comment dire en français. Hamac. Hamac, ok, cool. C'est mon chambre. c'est hors de la maison. Et du coup, je rencontrais un Français, un Espagnol là-bas. Et on devient amis. C'est comme un blague en chinois, en français et en espagnol. Enter a bar. Il y a des choses qui très rigolées qui comment tu dis, happened. Du coup, on a rien fait pendant presque 2 semaines, 10 jours.
on joue des cartes, on fait de cuisine, de n'importe quoi. À la fin, on a décidé, OK, il faut on aille dans le parc pour faire un rando, pour faire randonnée, découvrir le parc. Et du coup, les hôtesses, l'hôtel de auberge, je dis, oh mais c'est trop dangereux, je connais pas l'endroit, il n'y a pas de direction, c'est que des sables. Ouais, c'est l'endroit, c'est que des sables. Et elle a dit, OK, je vais aller avec vous. Je dis, OK, super, on a le guide gratuit. Là, on est promené pendant peut-être 3 jours. Là-bas, c'est magnifique, c'est comme un paradis dans cette terre. Il n'y a rien, il y a des sables blancs avec le lac naturel qui est formé par la pluie. Et les lacs, ce n'est pas fixé. Ça change chaque année. Ça dépend de la pluie. Donc, si on a soif, on boit de ce lac. On se baigne dans ce lac. Et puis, comme on n'a pas bien mangé pendant 3-4 jours, on avait faim. Donc, les garçons, ils sont allés dans le petit village acheter des œufs, des paquets de biscuits, un petit peu de légumes et un boisson très frais. On était hyper contents. Et des riz aussi, du riz. Après, on a fait un peu de promenade. Quand on retournait dans le camp, il a plus de l'alimentaire qu'on avait acheté. Parce que c'est des oiseaux qui ont volé tous des œufs, tous les paquets de biscuits. Je ne sais pas même comment ils ouvrent, mais ils ont volé le paquet entier. Et à la fin, on a retourné de nuit instantanée. Mais même si c'est la vie c'est dur, mais c'est vraiment pur. On n'avait rien, mais on était contents. Avec les magnifiques paysages, les amis. Ouais, c'est vraiment c'est la joie de la vie pour moi. Bah, merci pour ce souvenir assez drôle. Alors, pour faciliter les futurs voyages de certains de nos auditeurs, est-ce que tu pourrais me citer 5 objets à emmener absolument lors de tes voyages ? À part les choses essentielles comme passeport, pour moi, essentiel, c'est mon nounours. C'est très utile pour si je voulais dormir dans le train ou le bus. Il a un prénom, ton nounours ? Teddy. Teddy, Teddy the bear. Classique. Et puis, écharpe. Léger, mais assez grand écharpe. Parce que quand on visite le temple ou église, il faut couvrir tout. Donc, c'est très pratique. Aussi, dans le bus, avion, c'est comme servir comme couverture. À la fin, c'est à la mode aussi pour changer. On n'a pas beaucoup de vêtements pour changer, mais les écharpes peuvent servir comme la mode. Et puis, si on dit en anglais, c'est un charm. Mais c'est presque magique parce que c'est un porte-bonheur. Ouais, on peut dire ça. Un porte-bonheur. C'est un médecin tibétain qui m'a donné. Une fois, quand j'étais là-bas, mon père connaît ces médecins. Il m'a regardé et a dit, OK, c'est une fille qui va beaucoup voyager. Et là, comme dans le monde, il y a beaucoup de loups. Peut-être c'est une métaphore, mais là, il y a beaucoup de loups dans l'endroit sauvage pour te protéger, ne pas perdu, tout ça. C'est porte-bonheur pour te protéger. Il fait un rituel, tout ça. Il met un médecin, comment tu dis appeal médecine, voilà. Dans le porte-bonheur, il m'a dit, si je sens dangereux, si je presse mourir, si je mange ça va sauver ma vie. Et puis,
si j'ai mal au cœur, je peux juste chanter et puis ça va calmer. Je sais pas si ça fonctionne, mais comme il a fait des rituels énormes, donc je pense qu'il m'a dit il faut porter partout, il faut pas toucher par les autres. Bah, merci beaucoup Sabrina d'être venue pour l'interview et merci aussi pour ta bonne humeur. Et au revoir. Merci. Au revoir. On va maintenant quitter la Sorbonne et le département des Yvelines pour aller en direction du Pays de la Loire. C'est là qu'on retrouve notre troisième globe-trotteur qui s'appelle Aminata et qui va nous parler de son expérience à l'étranger, car elle aussi, elle a beaucoup voyagé. Salut Aminata! Coucou! Alors si on parle d'abord de tes études, tu as entre autres un diplôme d'auxiliaire ambulancier et 2 diplômes dans l'hygiène et l'environnement, l'une des causes qui te tient à cœur. Pour en revenir au voyage, tu as commencé ce tour du monde à l'âge de 26 ans, il y a donc 8 ans, et mis bout à bout, celui-ci a duré 4 ans. On peut aussi préciser que tu faisais en moyenne 4 pays par continent. Comment t'es-tu préparée pour ce tour du monde ? Alors, je me suis surtout préparée au niveau de l'administratif parce qu'il y a quand même pas mal de visas à avoir quand tu rentres dans un pays. Après, dans certains pays aussi, il faut être à jour au niveau des vaccins. Donc, c'est surtout sur ça que j'essayais vraiment d'être à jour sur ça au début de mes voyages. Après, c'est vrai qu'au niveau des vêtements, il faut vraiment bien savoir s'adapter parce que tu peux passer de températures vraiment chaudes et le lendemain, ça peut être très froid. Donc, il faut vraiment avoir des vêtements qui s'adaptent. Et puis, c'est vrai que j'avais prévu un certain nombre d'équipements avant de partir. Et quand j'ai mis tout ça dans le sac, je me suis dit, il va falloir que je réduise un peu le poids de mon sac parce que je vais le porter pendant pas mal de temps. Donc, en fait, on réduit par-ci, par-là. Et puis, il y a des choses auxquelles on se rend compte qu'on n'a pas besoin, quoi. Donc, il faut vraiment être carré sur le poids du sac parce que quand tu le portes toute une journée, c'est vrai que ça peut vite être fatigant. Et parmi ces 4 ans de voyage, quel a été ton souvenir le plus marquant ? Alors, mon souvenir le plus marquant, c'était durant une excursion dans le désert du Sahara. J'étais au Maroc et en fait, il faut savoir que dans le Sahara, la journée, il fait extrêmement chaud et le soir, il fait extrêmement froid. Donc, en fait, j'essayais de me réchauffer dans le lit et tout. Et j'y arrivais pas du tout. Donc, je me suis rhabillée et puis je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire une nuit blanche, autant voir le Sahara durant la nuit, quoi. Donc je suis sortie de ma tente et en face de ma tente il y avait une dune géante, donc je me suis tapé un délire et je me suis dit allez, et si j'escaladais cette dune et que j'allais tout en haut. Donc en fait me voilà partie en train d'escalader cette dune. C'était super cardio, c'était super dur. Et donc j'arrive là-haut et là je m'assieds et je vois le paysage en face de moi qui est juste ouf. En fait, il y avait la pleine lune qui était, comme si tout était réuni, la pleine lune qui était vraiment pleine. Donc il y avait un éclairage parfait, les étoiles qui étaient toutes là et devant moi le désert à perte de vue. Et c'est là où je me suis dit vraiment qu'on est vraiment tout petit et que face à cette terre immense, quoi, on est rien, quoi. Donc ça c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué et je pense que ça m'arrive parfois quand je veux m'endormir ou me calmer de penser à ce moment-là parce que c'était vraiment un moment de plénitude totale, quoi. C'est vrai que ça a dû être incroyable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que tu restais 1 mois dans chaque pays, ce que font en général les globetrotters. Ça t'a donc permis, je pense, d'en connaître davantage sur chaque pays visité par rapport aux cultures, aux coutumes de ces pays. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on y reste 1 semaine ou 2. Donc, par expérience, par rapport à ce que tu as vu quand tu t'es plongé dans la vie quotidienne de chaque pays, lequel choisirais-tu pour y habiter et pourquoi ? Alors c'est vrai que ça c'est une question qui est assez compliquée parce que comme j'ai fait pas mal de pays, j'ai beaucoup de pays qui m'ont plu. Mais le pays vraiment où si vraiment je quittais la France et que je me disais allez je vais là, ce serait vraiment l'Argentine. Et particulièrement la Patagonie parce que c'est vraiment, moi qui aime les grands espaces, qui aime la nature, les animaux, là-bas en fait j'ai été servie et à chaque ville, à chaque détour de rue, t'as toujours des trucs super beaux à voir et des paysages, c'est vraiment grandiose, quoi. Donc c'est vraiment là que j'irai, je pense, et sans hésiter. Alors je m'excuse d'avance pour ceux qui auront envie de manger après cette question.
Mais entre 2 visites, quand tu n'as pas vraiment le temps ou pas un grand budget, qu'est-ce que tu préférais manger ? C'est vrai qu'en fait, dans chaque pays, j'essayais vraiment de manger local, de manger tout ce que je pouvais découvrir. Après, il y a des spécialités locales où t'évites bien volontiers. Après, moi, je suis pas trop viandarde, donc c'est vrai que la viande, j'évitais. Mais c'était surtout à base de légumes. Beaucoup de légumes, beaucoup de nouilles. C'est vrai que c'était pas vraiment varié parce que le budget nourriture, il n'allait pas non plus. C'était pas un grand budget. Mais en général, ouais, je mangeais surtout les spécialités. Et c'est vrai que c'était pas très varié, quoi. Quel type de voyageuse es-tu ? Je dirais que je suis une voyageuse qui est très très curieuse parce que je sais que dans chaque pays il y a des endroits touristiques qu'il faut absolument voir. Donc en fait ça c'est ce que je faisais en premier. Donc j'allais voir les endroits touristiques et après j'allais vraiment dans des endroits où les touristes n'allaient pas et j'essayais vraiment d'aller voir ce qui n'était pas inscrit sur les cartes ou dans les offices de tourisme quand on te donne des cartes avec les monuments, les choses les plus visitées. Moi en fait j'y allais, mais après j'y allais vraiment au feeling et quand je rencontrais des personnes, je leur disais vous si vous deviez vous poser dans un endroit, ce serait où? Et en général leur réponse j'allais voir et c'est vrai que moi j'adorais, quoi. C'était plutôt calme, plutôt paisible et c'était vraiment à base de nature, de paysage, quoi, surtout. Eh bien, merci beaucoup Aminata d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous. Merci à vous de m'avoir interviewé. Merci. Bonne continuation et à bientôt. À bientôt, au revoir. Vous venez d'écouter un épisode de We Are Family, le podcast de la Semaine internationale de Radio Sorbonne Université. Aujourd'hui, Sylvia, Sabrina et Aminata étaient les invités de Rossella et Amélie à l'animation et au montage, Juliette à la régie.